Bonjour à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour ce congrès YouCare et de parler tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle. Je vais vous parler sur les 15-20 prochaines minutes de ce qui arrive et des nouveautés et de l'intensification du traitement de ces tumeurs qui ont longtemps été considérées comme peu agressives, mais qui en fait sont assez agressives et peuvent notamment mettre en jeu la préservation vésicale de nos patients. J'ai quelques conflits d'intérêts, notamment avec l'industrie. Principalement, je participe à des essais cliniques de phase 2 et de phase 3 dans les tumeurs urothéliales. Et je suis un expert du membre de comité de cancérologie de l'Association française d'urologie sous comité VESI et des guidelines de l'Association européenne d'urologie Non-Muscle Invasive Bladder Cancer. Alors, pour commencer, je voudrais vous présenter un petit plan pour le topo, discuter un petit peu de BCG et aussi un peu des objectifs en fait des différents nouveaux traitements et quel est un peu le comparateur et quels sont les objectifs pour les patients et à atteindre pour devenir les nouvelles thérapies dites standard of care. Après, je vais vous parler de chimiothérapie un peu ancienne et aussi ce qu'on appelle les New Drug Delivery Systems, donc les nouveaux dispositifs qui délivrent des thérapies intravésicales. Ce qui arrive également, qui est très prometteur, c'est les thérapies géniques avec le fameux nadofaragène firadenovec et évidemment les immunothérapies dont vous avez forcément entendu parler, anti-PD1 et anti-PDL1 notamment. Alors, juste pour vous montrer un petit peu pourquoi ce champ des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle est ultra excitant. Ça, c'est les essais cliniques qui sont en cours à travers le monde dans différentes indications des TVNIM, risque intermédiaire un peu. Vous voyez qu'il y a un gros pan de la recherche clinique de phase 3 sur les hauts risques BCG naïfs, avec plusieurs essais qui allient BCG et immunothérapie systémique, dont l'essai français Alban, mais également CREST, Potomac et la Keynote 676, dont les résultats vont arriver vers les années 2024-2025. Donc, on n'est pas si loin d'avoir la réponse de cette intensification par immunothérapie systémique dans les TVNIM au risque. Et ce qui a énormément bougé ces quelques dernières années, c'est ce champ des fameux BCG unresponsive, qu'on appelle en français réfractaire ou en échec de BCG, avec plusieurs thérapies, des immunothérapies, des thérapies géniques et autres. Alors, évidemment, quand on s'intéresse à un sujet comme ça, qui est en pleine expansion, qui n'avait pas été challengé, puisque globalement, dans les hauts risques, on traite par du BCG depuis l'invention, entre guillemets, du BCG dans la vessie par Alvaro Morales en 1973. Il faut se poser un peu la question de quel est le comparateur. Bon, là, dans les hauts risques, c'est facile, hein, c'est le BCG. Et les objectifs spécifiques peuvent varier en fonction des situations cliniques. Par exemple, donc, dans les hauts risques, la situation clinique impose un petit peu de se poser des questions de est-ce qu'on a forcément besoin de battre le BCG en termes de récidive ou de progression, ou est-ce que en fait, il nous faut juste une alternative? Alternative pourquoi? Parce qu'en fait, le BCG vient avec une certaine dose de toxicité, notamment intravésicale, qui peuvent être cumulatives, notamment lors de l'entretien. Et on sait que grâce aux études d'Odense et de l'ORTC, que l'entretien standard, c'est 3 ans dans les hauts risques, puisque 3 ans fait mieux que 1 an dans ces tumeurs-là. Évidemment, il y a la deuxième problématique qui est les tensions d'approvisionnement en BCG qui ont affecté le monde occidental et dont on a également souffert, nous, en France, et qui, du coup, nous poussent à avoir des alternatives. Après, si on se met dans le deuxième scénario, qui est les BCG unresponsive, là, clairement, le traitement standard, c'est la cystectomie, traitement radical qui vient avec une mortalité certaine et également un remplacement dans 80% des cas par une dérivation urinaire non continente, donc une stomie urinaire qui entraîne forcément une modification de l'image corporelle et par conséquent un impact sur la vie des patients, même si en termes de qualité de vie, de gestion de la poche, on peut dire que c'est quand même plutôt bien vécu. Alors, dans cette indication-là, clairement, c'est là où il y a le besoin non couvert le plus important, ce que les anglo-saxons appellent le unmet need, et du coup, c'est la voie préférentielle pour l'approbation, que ce soit américaine
avec la FDA ou européenne. Et là, globalement, l'objectif, c'est d'essayer d'éviter la progression vers une tumeur infiltrant le muscle, puisqu'on sait que les tumeurs infiltrant le muscle provenant de tumeurs non infiltrantes sont plus agressives que les tumeurs infiltrantes d'emblée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment éviter. L'objectif, évidemment, là, c'est de retarder la cystectomie. Et donc, un objectif classique des essais cliniques, c'est le fameux bladder intact free survival qui fait beaucoup de sens dans cette population spécifique des BCG unresponsive. Alors, avant de faire de l'intensification, on a essayé un peu la désescalade avec ce fameux essai Nimbus qui a été financé par la EAU Research Foundation, qui a comparé en fait deux schémas d'induction de BCG. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 instillations en 6 semaines, il faisait 1, 2 et 6 pour voir si, en enlevant 3 instillations d'induction, on arrivait à avoir la même immunité engendrée par ce BCG diminuée en termes de fréquence d'instillation d'induction et donc un impact similaire sur la survie sans récidive. C'est un essai qui était négatif puisque vous voyez que la courbe bleue ici de la survie sans récidive était clairement moins bonne que le schéma standard d'induction. Donc ça, clairement, ce n'est pas quelque chose qui marche. Donc ça a été abandonné. Par contre, ce que je trouve extrêmement intéressant ici, c'est que comme c'est des données récentes d'essais cliniques, donc très qualitatives, du BCG contemporain, on peut savoir un petit peu quelle est la barre à battre pour les nouveaux essais de BCG naïf. Et vous voyez que globalement, dans le bras BCG standard, il y avait 11% de récidive à 1 an et 15% à 2 ans, ce qui montre clairement que le BCG va être difficile à battre parce que quand il est fait dans des bonnes conditions, dans les bons timings, dans des centres experts, globalement, les gens ne récidivent pas beaucoup. Et donc ça va être un challenge pour toutes les thérapies qui vont vouloir changer ce standard of care qui est le BCG induction plus entretien pour les tumeurs à haut risque. Alors, pourquoi donc toute cette perspective-là? Je vous résume un petit tableau qui vous montre un peu les différentes thérapies, on va les détailler, hein, qui sont un peu disponibles à travers le monde, en tout cas qui ont des communications disponibles, c'est que 3 d'entre elles. Avec les immunothérapies, vous voyez que globalement, que vous utilisez un anti-PD1 qui est le pembrolizumab ou un anti-PDL1, vous arrivez à peu près 40% de réponse complète à 3 mois sur des patients qui avaient un CIS, avec une durée de réponse qui n'est pas extraordinaire, puisqu'on tombe en dessous des 20%. Et avec des toxicités grade 3-5 qui sont assez importantes et qui sont ce qu'on appelle immune-related, donc pas innocentes, et souvent qui sont pour toute la vie restante du patient. Après, vous avez la fameuse thérapie génique, dont je vais parler un peu plus tard, qui arrive à un peu plus de 50% de réponse complète à 3 mois, à peu près un malade sur 2 parmi ceux-là a une réponse complète qui perdure à 1 an. Et je vous ai mis en parallèle ici la nouvelle immunothérapie intravésicale, le N803, qui est un super agoniste de l'interleukine 15, avec des résultats qui ont l'air de se maintenir de manière en proportion plus importante à 12 mois, malgré une réponse complète à 3 mois, qui est quand même un peu dans les mêmes eaux que les autres thérapies. Je vous ai rajouté également ici la fameuse combinaison gemcitabine docetaxel qui devient très à la mode, qui a été importée des États-Unis en Europe et qui devient très à la mode parce qu'elle est intravésicale. C'est en séquentiel en intravésicale de la gemcitabine, puis 1 heure et demie après du docetaxel, également intravésicale, avec des très bonnes réponses à 1 an, mais sur des données rétrospectives. Il n'y a pas d'essai prospectif aujourd'hui, c'est des drogues qui sont génériquées, donc qui ont un coût également extrêmement faible et une toxicité qui est très acceptable. Mais on va revenir un peu là-dessus. Donc, pour parler déjà des chimiothérapies, là, je vous ai fait un petit tableau qui résume les différentes options, la gemcitabine toute seule, le docetaxel et la fameuse combinaison. Donc, il y a 3 études. Vous voyez que la plus grosse étude est quand même imposante avec 276 patients. Et globalement, on a moins de 60% moins de 40% pardon, de récidive et très peu de progression. Vous allez me dire 5% de progression, est-ce que c'est acceptable ou pas? Ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir sans fin, parce que quel est le taux de progression acceptable pour éviter en gros, pour trouver qu'une thérapie soit pas dangereuse, disons, pour un patient donné. Et donc, ce fameux bladder intact free survival, c'est-à-dire que 84% des gens arrivent à garder leur vessie avec à peu près un follow-up de 2 ans. Donc, je pense que c'est des chiffres assez intéressants avec des thérapies qui sont accessibles. Les old school medical devices,
donc les dispositifs un peu anciens. Il y a le fameux MDA qui chauffait la vessie par iontophoreuse, donc par un courant électrique. L'IVEC qui chauffe une mitomycine à l'extérieur du corps pour la délivrer chauffée dans la vessie et pour augmenter en fait la diffusion de la chimiothérapie dans la paroi vésicale dans l'objectif d'augmenter sa efficacité. Donc les deux n'ont pas de données prospectives dignes de ce nom dans les BCG naïfs ou dans les échecs de BCG. Et vous avez le Synergo qui lui chauffe la vessie par radiofréquence à travers donc une sonde de radiofréquence et on instille la mitomycine dans une vessie chauffée, pareil, dans l'objectif d'augmenter la diffusion de cette mitomycine, de cette chimiothérapie dans la vessie et ainsi d'augmenter l'efficacité. Le Synergo a une étude de phase 3 randomisée qui a comparé dans les échecs de BCG chez 100 patients le RIT Synergo, donc 48 patients, versus un bras contrôle, qui est une 10e ligne de traitement post-BCG, avec un schéma assez classique de Synergo, c'est-à-dire induction, une installation hebdomadaire pendant 6 semaines, puis une maintenance sur 2 ans avec des installations mensuelles et un critère de genre principal qui était la survie sans maladie, qui comprenait récidive et progression. Vous voyez que le bras comparateur était à la discrétion des institutions, donc 60% des gens ont eu un re-challenge par BCG, et à peu près 20% de l'EMDA et 20% de la mitomycine froide classique. Vous voyez à gauche les survies de Kaplan-Meier, les courbes de Kaplan-Meier de survie sans maladie qui ne montrent pas de bénéfice du RIT Synergo. Le seul sous-groupe qui n'était pas planifié pour être évalué, puisque c'était, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup moins de malades, 33 malades. C'était les tumeurs papillaires sans CIS, où potentiellement il y a un petit signal ici, où le RIT Synergo a l'air de fonctionner peut-être un peu mieux que ces thérapies choisies à la discrétion des investigateurs. Donc globalement, c'est une étude négative, et donc aujourd'hui, il n'y a pas clairement d'évidence supportant le RIT Synergo dans les échecs de BCG. La toxicité était comparable, mais ça, c'était attendu. Alors, du coup, ces old dispositifs médicaux sont un peu mis de côté et on les remplace par des nouveaux qui arrivent. Donc, un gel contenant de la mitomycine pour relarguer une mitomycine de manière continue dans la vessie. Le fameux TAR 200 ou TARIS, qui permet de relarguer aussi de la gemcitabine dans la vessie de manière continue sur 3 semaines. Et le fameux, c'est Oncofid, qui est du NAB paclitaxel. NAB paclitaxel qui, je vais vous le montrer, est basé sur des études sur le paclitaxel sans NAB avant, encore dans l'objectif d'avoir une délivrance continue de la chimiothérapie pour augmenter la diffusion. Le TAR de sang, ça c'est un exemple de TAR de sang, parce que c'est une étude qu'on a ouverte à l'hôpital Bichat, où on recrute pas mal de patients. Donc ça, c'est le fameux Bretzel, comme il est appelé maintenant dans les différents congrès internationaux, qui va relarguer la gemcitabine sur 3 semaines. Donc, il est mis par cathéter, retiré par fibroscopie, et vous voyez qu'il se place très bien dans la vessie. Là, on le voit dans une vessie traitée par ce TAR de sang. Alors, le TAR de sang a fait un peu le buzz, puisqu'il y a une étude qui a été communiquée à l'AUA cette année, puis à l'ESMO, donc c'est la Sunrise 1, qui inclut des patients CIS au risque en échec de BCG. Ils étaient randomisés à avoir du TAR de sang plus cétrilimab qui en anti-PD1, du TAR de sang tout seul ou de l'anti-PD1 tout seul, avec une phase d'attaque sur 6 mois, puis une phase un peu d'entretien sur 1 an et demi derrière, donc 2 ans au total. Là, vous voyez que nous, la France, on performe plutôt bien dans cet essai clinique. Et donc là, vous avez la première communication qui s'est intéressée aux monothérapies, donc le TAR de sang tout seul, le cétrilimab. Et là, vous avez, donc c'est évidemment des résultats préliminaires, avec 47 patients, 23 et 24 respectivement dans les deux groupes, une population qui était plutôt en forme, ECOG 0. Beaucoup de CIS, parce que c'était que des CIS plus ou moins tumeurs papillaires. Donc, il y avait 70% de CIS tout seul, 30% de CIS plus tumeurs papillaires. Et c'était donc ce qu'on appelle des BCG unresponsive. Donc, ils avaient reçu un BCG adéquat et ils avaient récidivé dans les 12 mois globalement. Et la plupart des patients étaient éligibles à une cystectomie, mais elle avait refusé. Là, vous allez voir les résultats qui sont quand même assez intéressants, puisqu'on a une réponse complète à 3 mois qui est de l'ordre de 72% dans le bras TAR de sang,
et 38% dans le bras cétrélimab, 38% qui est clairement dans les chiffres qu'on attend des anti-PD1, c'est les chiffres qu'on avait avec le pembrolizumab anti-PD1 ou avec l'atezolizumab anti-PDL1. Donc vraiment des chiffres de réponse complète initiale très très élevés et les plus élevés de tout ce qu'on a vu pour le moment. Là, vous avez le swimlane plot qui vous montre qu'en plus, ceux qui, globalement, ont une réponse complète, ont l'air, en tout cas, les premiers patients, hein, parce que c'est une étude quand même assez préliminaire, ont l'air d'avoir une réponse qui dure dans le temps. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est-à-dire la réponse complète, très bien, mais la question est de savoir, est-ce que ça dure 1 an, 2 ans, 6 mois? C'est là où le bas blesse un peu sur les thérapies existantes. En termes de toxicité, globalement, de ce tard de sang, bah, ça vient effectivement avec des attendus symptômes du bas appareil urinaire sur à peu près un tiers des patients, des pollacuries, des dysuries, des urgenturies, ce qui est assez logique quand vous mettez donc ce tard de sang dans une vessie. Ce n'est pas très étonnant. Le deuxième qui arrive, donc c'est le NAB paclitaxel, avec donc une publication initiale avec le paclitaxel qui avait montré qu'il y avait 35% de réponse complète, avec une durabilité qui était très importante parce que 100% des gens avaient une réponse complète, qui avait une réponse complète à 3 mois, la maintenait à 1 an. Et donc c'est à partir de là qu'est parti ce rationnel. Et à 2 ans, il y avait 75% de bladder intact free survival sur cette petite étude de Columbia à New York de 28 patients qui date de 2014 maintenant. Et donc, ils ont construit là-dessus avec le NAB qui permet d'avoir une délivrance plus continue et donc potentiellement une meilleure efficacité. Et là, ils font un schéma de 12 instillations hebdomadaires, puis une par mois pendant 9 mois. Donc, au total, 1 an de traitement pour donc une étude qui a ouvert en Europe, qui a ouvert aux États-Unis, 112 patients en BCG unresponsive CIS. Donc, pour faire un résumé de ces thérapies donc, à délivrance intravésicale ancienne et moderne, globalement, on n'a rien qui est disponible. Pour l'instant, le tard de sang a l'air le plus prometteur. Clairement, le Synergo, l'étude était négative, même si c'est disponible sur le marché européen. Mais le tard de sang a l'air d'être pour le moment le plus prometteur, compte tenu des résultats préliminaires très prometteurs. Je voulais vous parler un petit peu également de thérapie génique avec le nadofaragène firadenovec, donc qui utilise en fait un vecteur, un adénovirus, pour rentrer dans la cellule urothéliale tumorale et de relarguer en fait dans son nucléus le gène d'intérêt, qui est le gène de l'interféron alpha-2b. Donc en fait, quelque part, c'est une immunothérapie, mais qu'on relargue par thérapie génique grâce à un vecteur adénovirus. Ça a été communiqué il y a maintenant 2 ans et publié dans le Lancet. C'est une étude de phase 3 monobras, 150 patients, où le nadofaragène était injecté par voie intravésicale tous les 3 mois sur 1 an, donc 5 doses. Donc là, énorme avantage quand même de la fréquence de délivrance. L'inconvénient, c'est la thérapie génique qui impose des difficultés à la production et donc à l'approvisionnement des centres. Les résultats, ils sont connus parce qu'ils ont donc été publiés en 2021 par Steve Borjan dans le Lancet Oncology. Vous voyez ici que chez les patients qui avaient du CIS, plus ou moins une tumeur papillaire, 50% de réponse complète à 3 mois et un malade sur 2 à peu près qui maintient cette réponse. Ce qui est assez intéressant, c'est les tumeurs papillaires sans CIS, parce que là, vous avez des réponses complètes beaucoup plus importantes et des réponses qui sont pas mal maintenues à 12 mois. On n'est pas loin des 50%, donc ça, c'est clairement assez prometteur. Je trouve, moi, personnellement, surtout sur les tumeurs papillaires, puisque autrement, les 25% ne sont pas très loin de ce que fait également l'immunothérapie à 12 mois, qu'elle soit anti-PD1 ou anti-PDL1. En termes de toxicité pour cette thérapie génique, on est exactement pareil. Hein, c'est globalement que des grades 1, 2, et c'est surtout des effets qui sont locaux, donc des symptômes du bas appareil urinaire. Les immunothérapies, je vais passer rapidement sur les études que vous connaissez déjà, qui sont anciennes. La Keynote 057, qui inclut 2 cohortes. La cohorte A, CIS unresponsive au BCG, et la cohorte B, qui était les tumeurs papillaires sans CIS. Donc là, c'était du pembrolizumab qui était administré en intraveineux toutes les 3 semaines pendant 2 ans ou jusqu'à progression, avec les résultats qui sont ultra connus. 41% de réponse complète à 3 mois. Et cette réponse qui est maintenue chez un malade sur 2 à 12 mois. Donc, on tombe globalement aux alentours des 20% de réponse complète.
avec une toxicité. Je pense que ce qui est intéressant, c'est les résultats plus récents sur les résultats des cystectomies des patients qui ont récidivé après pembrolizumab. Et là, se pose un peu la question de ces résultats, parce que sur les 36 cystectomies qui ont eu lieu dans cette cohorte A, il y en a quand même 3 qui avaient une tumeur de vessie infiltrant le muscle, et notamment 2 patients qui étaient ganglionnaires. Et donc se pose la question de la perte de chance et de quel taux est acceptable en termes de perte de chance pour qu'une majorité des patients gardent leur vessie. Et ça, c'est un débat ouvert dont on pourra discuter après dans la séance des questions. Ce qui est très excitant, je trouve, moi, et prometteur, c'est la cohorte B qui a été communiquée à la SCOGEU cette année. Donc ça, c'est des données plus récentes par Andrea Necchi. Cohorte B, donc c'est les tumeurs papillaires sans CIS. Pareil, pembrolizumab toutes les 3 semaines pendant 2 ans. Population typique d'essai clinique, âge de 70 ans, ECOG 0,1, globalement plutôt en forme, plutôt des gens qui refusaient la cystectomie. Et là, vous voyez qu'à 1 an, on a 43% de réponses. Donc, on tombe exactement sur les chiffres à 1 an du nadofaragène feradenovec, la thérapie génique, chez les tumeurs papillaires sans CIS. Mais là, avec du pembrolizumab, donc une immunothérapie, avec la toxicité potentielle de l'immunothérapie immune-related, avec des administrations toutes les 3 semaines, alors qu'une thérapie génique, vous avez vu que c'était des instillations intravésicales tous les 3 mois, donc sur 1 an, et là, c'est sur 2 ans. Ce qui est intéressant également, c'est les données de progression. Là, il y avait 12% de progression vers une tumeur infiltrant le muscle ou une tumeur ganglionnaire ou métastatique. Donc ça, c'est aussi un chiffre qui doit balancer le bénéfice potentiel de préservation vésicale chez ces patients. Parce que 12% à 1 an, moi, je trouve que c'est quand même un chiffre qui est assez important. Donc ça, c'est quelque chose dont on pourra discuter. Et après, en toxicité, on retombe dans les chiffres classiques aux alentours de 13-14% de grade 3-4 immune-related effets secondaires. L'atezolizumab, vous le connaissez, c'est les mêmes résultats en CIS que le pembrolizumab, je l'ai mis. Un petit mot pour la petite dernière immunothérapie, l'inhibiteur ou superagoniste de l'interleukine 15, le N803, qui a fait un peu de buzz parce que vous voyez ces résultats à 1 an qui sont de 62% de réponse, qui est donc maintenue à 1 an chez des tumeurs qui ont des tumeurs CIS, plus ou moins papillaires, en échec de BCG, avec une toxicité qui est très bonne, avec cette tableau qui était présenté à la SCOGEU l'année dernière, avec les 0%, 0%, mais en fait, quand vous regardez, oui, c'est des immune-related, forcément, ce n'est pas une thérapie systémique, c'est une thérapie intravésicale, et pas de grade 4, grade 5, mais par contre, évidemment, on tombe sur les 20% classiques d'effets secondaires du bas appareil urinaire, des thérapies intravésicales. Donc, rien de nouveau, même si cette diapositive était joliment présentée pour mettre en valeur l'absence notamment d'effets secondaires systémiques. Donc, en conclusion, je voulais vous montrer que c'est un champ qui bouge énormément, qui est hyper excitant, et je trouve que c'est magnifique de travailler dans les tumeurs de vessie dans ces temps-là. Tumeurs de vessie qui était quand même le parent pauvre de la recherche clinique internationale. Clairement, là, le besoin non couvert, c'est les BCG unresponsive. Je vous ai montré que globalement, les chimiothérapies anciennes, il y a peut-être la gemcitabine docetaxel qui est d'intérêt, notamment en pratique quotidienne quand les patients ne peuvent pas avoir accès à un essai clinique. Pour les nouveaux devices, j'ai marqué evidence in the making. Oui, on est en cours d'apprentissage de ce que ça peut apporter aux patients. Thérapie génique, je pense que c'est très intéressant. Le nadofaragène feradenovec est approuvé aux États-Unis. Ils vont essayer de le faire approuver en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra avoir à l'est des États-Unis. Je trouve que l'immunothérapie n'est pas si excitante que ça, parce que globalement, on arrive à des réponses qui durent à 1 an de l'ordre de 20%, au prix de 13-14% d'effets secondaires grade 3, grade 4, immune-related. Donc, je ne trouve pas que la balance bénéfice-risque soit très importante, surtout si on contrebalance aussi avec le risque de progression qui n'est pas anodin. Donc, je pense que ma conclusion pour ce topo d'aujourd'hui, ça sera que la clé, c'est d'inclure dans les essais cliniques pour qu'on teste des nouvelles thérapies et qu'un jour, on arrive à avoir des thérapies efficaces et qui soient bien tolérées pour nos patients. Et je vous remercie de votre attention.